Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire d'un personnage assez incroyable, Kevin Mitnick. Il a été à une époque le hacker le plus recherché de la planète. Et son histoire, elle a complètement changé notre façon de voir la cybersécurité. Et cette citation de Mitnick lui-même, elle est super révélatrice. Ça nous met direct dans le bain. Pour lui, ce n'était pas une question d'argent, pas du tout. Ce qu'il faisait vibrer, c'était l'adrénaline, le défi. Cette curiosité presque maladive de voir jusqu'où il pouvait pousser les choses, de tester les limites de n'importe quel système. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du personnage, faut savoir que le nom de Mitnick était devenu une véritable légende. Et il y a une raison à ça, c'est quand même le tout premier hacker à se retrouver sur la fameuse liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Rien que ça. Mais ce qui est vraiment dingue, et c'est le point clé de toute son histoire, c'est que son talent, sa véritable arme, ce n'était pas l'ordinateur, c'était le téléphone. Il était un maître, un vrai virtuose de ce qu'il appelait l'ingénierie sociale. En gros, l'art de manipuler les gens, de les persuader de lui donner les clés du château, juste en papotant avec eux. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter un peu en arrière, à son enfance. Mitnick a eu une jeunesse assez solitaire et il s'est réfugié dans deux passions, les tours de magie et la technologie. C'est vraiment ce mélange qui a tout déclenché. D'ailleurs, ses premiers hacks, c'était plus des blagues de petits génies que des actes malveillants. À 12 ans à peine, il trouve le moyen de pirater le système de bus de Los Angeles pour voyager gratos. Plus tard, ado, il s'amuse à prendre le contrôle des haut-parleurs du drive d'un McDo. Et le comble, c'est qu'au lycée, il pirate l'ordi de son prof qui, au lieu de le punir, est tellement bluffé qu'il le félicite devant tout le monde. Incroyable, non ? C'est ça, le cœur de sa méthode. L'ingénierie sociale, ce n'est pas une attaque technique, c'est une attaque contre la psychologie humaine. C'est jouer sur la confiance, sur la serviabilité ou même sur l'ignorance pour contourner n'importe quelle barrière technologique. Et sa méthode, elle était ultra méticuleuse. D'abord, il faisait ses devoirs. Il étudiait sa cible à fond, apprenait le jargon, les noms, les procédures internes. Ensuite, il enfilait un costume, au sens figuré. Il se faisait passer pour quelqu'un de la boîte, un technicien, un responsable. Enfin, avec un charisme et une confiance en lui désarmant, il arrivait à convaincre son interlocuteur de lui donner tout ce qu'il voulait. Bon. Mais à un moment donné, forcément, le jeu a pris une autre ampleur. Ces petites farces sont devenues de plus en plus audacieuses et ont fini par attirer l'attention des autorités. Et là, on est passé de la blague de potache à une véritable traque fédérale. Déjà en liberté conditionnelle, Mitnick sent que l'étau se resserre. Le FBI est sur ses talons. Alors, au lieu d'attendre sagement, il pend la poudre d'escampette. Il disparaît. Pendant 2 ans et demi, il va vivre en cavale, changeant d'identité en permanence, clonant des téléphones portables pour brouiller les pistes. Cette anecdote, elle est géniale. Elle montre bien le personnage. Tout en étant en cavale, sachant que le FBI allait débarquer dans son appartement vide, il leur a laissé une petite surprise dans le frigo. Une boîte de donuts avec une étiquette pour le FBI. C'était sa manière de narguer les agents, de leur dire « Vous vous rapprochez, mais je suis toujours un cran au-dessus ». Et la traque a basculé quand Mitnick a fait l'erreur de sa vie. Il s'est attaqué à l'ordinateur de Tsutomu Shimomura, qui n'était autre que l'un des plus grands experts en sécurité informatique des États-Unis. On ne touche pas à l'ordinateur d'un expert comme ça. Vexé, Shimomura a décidé de faire de cette affaire une affaire personnelle et a offert son aide au FBI. La chasse venait de commencer pour de bon. Cette chasse à l'homme a duré presque 3 ans. C'était un vrai jeu du chat et de la souris. Il y a eu des moments de pure tension, comme cette fois où le FBI a essayé de le piéger en utilisant un autre hacker comme indique. Un piège que Mitnick a réussi à éviter bien sûr. Mais voilà, le jour de Noël 1994, il commet l'erreur fatale. Et ça, c'était vraiment le début de la fin pour lui. Après cette erreur, la confrontation finale n'était plus qu'une question de temps. La technologie de pointe et la persévérance de ses poursuivants allaient finalement avoir raison du fugitif le plus insaisissable de l'ère numérique. C'est grâce à l'expertise de Shimomura que le FBI a enfin pu le localiser. Ils ont triangulé les signaux de ses portables jusqu'à un immeuble à Raleigh, en Caroline du Nord. Ils ont débarqué en pleine nuit, à 2 heures du matin. La légende dit que Mitnick, en voyant Shimomura parmi les agents, lui aurait juste lancé, avec un petit sourire, « Salut Tsutomu. Bien joué ». Et la justice, elle, n'a pas rigolé. Mitnick a été traité comme un grand criminel, pas comme un simple farceur. Il a pris 5 ans de prison ferme. Une peine vraiment lourde, surtout pour des crimes qui, au fond, n'avaient jamais eu pour but de rapporter de l'argent. Mais c'est là qu'un truc assez dingue s'est produit. Un mouvement de soutien est né. Le slogan « Free Kevin, libérez Kevin » a commencé à fleurir un peu partout sur le web naissant, sur des t-shirts, des autocollants. Son procès est devenu un symbole, un véritable débat de société. Et là, l'opinion publique s'est littéralement fracturée en deux. D'un côté, on avait l'accusation qui le peignait comme un criminel super dangereux, un voleur de secrets industriels. Et de l'autre, ses supporters le voyaient comme un génie curieux, un explorateur des temps modernes, qui était puni simplement pour sa soif de connaissance. Son cas a vraiment forcé la société à se poser des questions fondamentales. C'est quoi, au fond, un hacker ? Et est-ce que c'est vraiment si dangereux ?
Après sa sortie de prison, l'histoire prend un tournant complètement inattendu. C'est un peu l'histoire de la rédemption parfaite. L'ancien braconnier qui devient le meilleur des gardes-chasse. Ce contraste est juste saisissant, non? L'homme qui était sur la liste des plus recherchés du FBI, eh bien, il est devenu consultant pour ce même FBI. Celui qui passait son temps à infiltrer les réseaux est devenu celui qu'on payait une fortune pour les sécuriser. Le hors-la-loi du numérique est devenu une référence, une autorité respectée. Il a su transformer son passé sulfureux en une expertise unique. Il a monté sa propre boîte de conseil en sécurité et les plus grandes entreprises mondiales se l'arrachaient pour qu'il teste leur défense, contre des gens comme lui. Ses livres sont devenus des classiques et il était invité partout dans le monde pour des conférences. Alors au final, que faut-il retenir de toute cette histoire? Quel est l'héritage de Kevin Mitnick? Son impact sur le monde de la cybersécurité est sans aucun doute immense et durable. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Mitnick a prouvé de la manière la plus spectaculaire qui soit qu'on peut avoir les pare-feux les plus chers et les algorithmes de cryptage les plus complexes. Ça ne sert à rien si une personne peut simplement prendre son téléphone, appeler un employé et le convaincre de donner le mot de passe. La vraie faille de sécurité, c'est l'humain. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une grande question en suspens. Kevin Mitnick, criminel ou génie? Un simple délinquant qui a payé sa dette ou un pionnier un peu trop en avance sur son temps dont la curiosité dépassait simplement le cadre de la loi? La réponse n'est pas simple. Et c'est peut-être ça, la complexité de cette question, son véritable héritage.